Bonjour à tous et bienvenue dans les conversations francs-tireurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Liliane Kandel, une immense figure du féminisme. Elle a combattu longtemps, elle a travaillé avec Simone de Beauvoir. Nous allons parler ensemble de son parcours, de notre époque. À tout de suite. Bonjour Liliane Kandel. Bonjour. Comment vous allez? Bien. Eh ben c'est parfait. Bien. Moi aussi je vais bien. Malgré le temps, ça va. Ah oui, je vais aussi très bien parce que je suis très contente de vous rencontrer. Vous avez été, et vous l'êtes encore, une figure importante du féminisme. Vous avez travaillé avec Simone de Beauvoir, vous avez écrit longtemps, par exemple, Dans les temps modernes. C'est un livre que je montre ici, un livre auquel vous tenez, qui est important. Pendant 10 ans. Ça aussi, les temps modernes. Exactement. Voilà, on en a plein ici. Et c'est important de vous recevoir aujourd'hui pour parler de féminisme. Surtout, on va discuter pendant à peu près 3/4 d'heure de ce qu'est le féminisme, de la société dans laquelle nous évoluons, aussi de votre parcours. Et vous avez en effet milité pour le MLF. Vous avez donc travaillé en effet surtout sur la question du sexisme ordinaire auprès de Simone de Beauvoir. Vous avez aussi, vous savez ce que c'est qu'un avortement clandestin. C'est des luttes très fortes, c'est des luttes qui demandent beaucoup de courage. Est-ce qu'aujourd'hui, il en faut autant? D'abord, il n'a jamais été question de courage. Ça ne s'est pas un seul moment posé comme ça dans les années MLF qui était la suite de 68 et qui étaient des années absolument merveilleuses. Le seul moment où on s'est dit qu'on prenait probablement des risques, on ne savait pas du tout, c'était au moment du manifeste des 343, salope, merci Charlie, Charlie, tout à fait. Salope. Tout à fait. Et là, on ne savait pas comment le pouvoir allait réagir. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il y a eu tellement de femmes célèbres qui ont signé, parce que il était difficile d'embêter Simone de Beauvoir ou Christiane Rochefort ou en fait, Delphine Seyrig. Elles étaient très nombreuses. Là, effectivement, j'ai des amies qui, à l'époque, étaient enseignantes, qui n'ont pas voulu prendre le risque de signer. Donc là, il y a du courage. Parce qu'on ne savait pas. Oui, c'était inédit. Voilà. Mais pour tout le reste, les choses, toutes les campagnes qu'on a faites se sont faites dans un moment de plaisir et de franche rigolade sans arrêt. Ça n'a rien à voir avec le courage. Que ça ait déplacé des montagnes, c'est un bénéfice secondaire presque, mais réellement, le mot courage, ce n'était pas ça. C'était, si vous voulez, les choses s'imposaient à nous avec une telle évidence, une telle nécessité que on y va. Oui. Et justement, ce qui vous a donné à vous envie, pour revenir un peu sur la jeunesse de votre histoire, ce qui vous a donné envie de faire partie de ça, est-ce que c'est une évidence, est-ce que c'est une éducation, est-ce que c'est quelque chose qui a été bridé pour faire partie de cette aventure comme ça? Parce qu'aujourd'hui, avec le regard de l'histoire, moi, de ma génération, je me dis qu'il fallait du courage. Bon, vous me dites que non, mais il y a quelque chose quand même à l'intérieur de vous à ce moment-là. Écoutez, c'est votre histoire personnelle. Je vous raconte comment ça s'est passé pour moi. Oui. Alors, d'une part, le MLF arrive dans la foulée de 68. Donc, déjà, 68, c'était... À la limite, on prenait plus de risques aussi dans les manifestations de 68. Et puis, les choses commencent à traîner un peu. Et j'entends dire qu'il y a... On me dit, tu sais, il y a des femmes qui se réunissent ensemble pour voir... Je dis, comment, des femmes? Des femmes seules, sans les hommes? Il me dit, ah ben ouais, c'est comme ça. Je dis, bon, c'est quoi ça? C'est comme ça qu'elles vont faire la révolution. Donc je ne m'en occupe plus. Et puis un jour, je tombe le 27 ou plutôt le 28 août dans Le Monde sur un petit entrefilet disant les militantes de la libération de la femme, enfin le titre, ont déposé une gerbe à la femme du soldat inconnu. Et là, j'éclate de rire. Je me dis, ah mais c'est quand même très intéressant. Je n'y vais pas tout de suite, sauf que 1 mois et demi plus tard,
dans une revue qui n'existe plus. Je trouve le texte d'un contre-questionnaire que les mêmes Peyronel avaient distribué aux États généraux de L. Les États généraux de L étaient une méga entreprise médiatique censée faire le point sur la situation de la Française. Mais ce n'était pas dégoûtant. Elle a eu quand même une part importante dans la modernisation de l'image des femmes. Bien sûr. Donc, ils font cette espèce d'immense questionnaire pour voir où en est la Française, que les filles du MLF détournent immédiatement. Et le détournement était tellement drôle, tellement intelligent. Oui, parce que le soldat inconnu, il a une femme aussi, donc... Donc c'était reprendre la chose à l'envers et c'était retourner un peu là. La banderole disait « Il y a plus inconnu que le soldat inconnu ». Et il y a sa femme, exactement. Et les États généraux de L, c'était un retournement des questions qui permettait de voir à quel point elles étaient finalement sous leur apparence bienveillante, modernisante, etc., fondamentalement conservatrices quant au rôle des femmes. Pas le fait qu'elles travaillent, la complémentarité des sexes, le fait de s'occuper de la famille. Enfin bon, voilà. Et là, je me suis dit, je dois y aller. Oui, voilà, c'était l'élément déclencheur. J'y suis allée en pensant à ce questionnaire qui m'avait tellement fait rire. Et j'arrive dans un lieu absolument incroyable, une assemblée générale aux Beaux-Arts, où tout le monde parle en même temps. Alors pour se faire entendre, il y en a une qui monte sur une table, qui arrive à peu près à se faire entendre. Enfin, c'est vraiment le bordel. Alors quand on sortait des groupes gauchistes un peu organisés, que j'avais connus, avec des tours de parole, même passionnés, c'est absolument incroyable. Je sors de là, j'étais avec une amie, et pendant une semaine, parce que c'était d'une semaine à l'autre, on se croise, on se dit, mais c'est incroyable, le bordel. Et c'est comme ça qu'elles vont faire des choses. Et on s'aperçoit au bout d'une semaine qu'entre-temps, toutes les questions qui avaient été abordées avaient avancé à une vitesse absolument folle, que des tas de choses avaient été mises en place et que le bordel était créatif. Oui, bien sûr. Et moi, j'en ai profité pour retrouver la citation de notre ami Christiane Rochefort qui disait bordel n'est pas mortel, alors que l'ordre, lui, l'est. Exactement. Vous êtes intéressé, après ce joyeux bordel, au sexisme ordinaire, et je voulais avoir votre définition, qu'on en parle. Qu'est-ce que c'est que le sexisme ordinaire? Alors, le sexisme ordinaire, on a eu, c'est arrivé 2-3 ans après, on a beaucoup hésité sur le titre. Ça pouvait être la misogynie quotidienne, enfin, l'idée, et Simone de Beauvoir le dit très bien dans elle la a préfacé le production, livre, tout à fait. C'était le titre était inspiré des chroniques du racisme ordinaire qui étaient publiées régulièrement dans Libé à l'époque. C'était de dire, le sexisme, c'est pas seulement ce qu'on voit tous les jours, ce n'est pas seulement les coups, ce n'est pas les grossièretés, il y a un sexisme insidieux et tellement ordinaire qu'on a du mal à le voir. Et donc, nous a dit Simone de Beauvoir en nous donnant le paquet cadeau, vous allez le rendre visible. Mais et ça donc, a été votre travail. On a passé 10 ans. On a fait ça pendant 10 ans. 10 ans. Ça a été 73-83, si je ne me trompe pas. Oui. Mais ça a été aussi l'apprentissage pour un certain nombre des filles qui étaient là de l'écriture. Oui. Mais c'est vrai que prendre les textes des plus grandes gloires de l'époque et dire non, mais ça va pas. Je ne sais pas si on l'a mis là, c'est ailleurs. Mais Lévi-Strauss, quand même. Lévi-Strauss. Il parle d'une étude qu'il avait faite, et à un moment donné, dans un village au Brésil, et il dit « Le village était vide,
les hommes étaient tous partis Ah. en laissant le village, en nous laissant là avec les femmes et les enfants. Je vois le vide caractérisé Voilà. par l'enfant et la femme. Oui, mais c'était Lévi-Strauss. Ah oui. D'ailleurs, Lévi-Strauss, je me souviens un jour, Monique Wittig, moi j'étais là justement en train de dire que je lisais Lévi-Strauss, elle me dit « Lévi-Strauss ?» Mais quand même, l'échange des biens, l'échange des femmes, l'échange des paroles, l'échange des femmes, tu mets ça sur... Oui. C'est juste une question. Et là, il y a eu, si vous voulez, la force du mouvement, la force de dévoilement de quelque chose qui n'allait pas en une seule phrase. Oui, je comprends très bien. Réellement, la force du mouvement et des slogans du mouvement, ça a été dans une phrase, faire, par exemple, le slogan connu, une femme sans homme, c'est comme un poisson sans bicyclette. Ah, oui. Ça dit quand même des choses sur ce que d'autres ont appelé la contrainte à l'hétérosexualité. L'autre slogan que j'aime bien aussi, il disait « Travailleurs de tous les pays, point de suspension, qui lave vos chaussettes ?» En fait, c'est conscientiser à travers quelques mots. La force du propos permet un éveil. Si vous voulez, celle-là est absolument formidable parce que ça permet de dire que Marx n'avait peut-être pas tout vu, qu'il avait bien compris que les travailleurs de tous les pays devaient se révolter, mais qu'il y avait plus travailleurs qu'eux. Bien sûr. C'était les personnes qui lavaient leurs chaussettes. Tout à fait. Et à partir de là, toute la discussion sur le travail domestique et toutes les recherches sur le travail domestique. Mais si vous voulez, le fait de condenser en un slogan oui, ça permet de taper juste et d'ouvrir l'esprit. Et c'est vrai que le féminisme, à partir des années 60, c'est un éveil. Et ça passe aussi, je voulais vous poser la question, par l'écriture, par le journalisme. Le fait de travailler comme ça à plusieurs et de travailler les mots et l'écriture, c'est une formation fondamentale. Vous avez eu accès à ça, c'est une chance. Pour la plupart des femmes, comment arriver à transmettre cette chance-là? Parce que ça passe par l'écriture. Oui, il faut faire un mouvement. Voilà. Et engranger. On peut le faire seul, c'est beaucoup plus coûteux. Et le problème, c'est que les mouvements ne se décrètent pas. Oui. Ça, c'est spontané. C'est spontané quand toutes les conditions historiques, sociales sont réunies. C'est pour ça que vous avez fait partie d'un moment assez extraordinaire au regard aujourd'hui et de l'époque et de ce que nous vivons aujourd'hui. Cet éveil-là, où on a l'impression aujourd'hui d'être un peu blasé d'avoir tout vu, on va parler justement de néo-féminisme et de la façon dont aujourd'hui, déjà le terme néo-féminisme, qu'est-ce que vous en pensez dans la sémantique? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Est-ce qu'il y a une exagération et des excès pour justement dévoyer le féminisme, celui auquel vous avez participé? Quel est votre point de vue sur l'évolution des choses? Sur l'attitude, par exemple, et les propos d'Alice Coffin? Parce qu'on peut, on va regarder un personnage et mettre un maximum de propos sur elle, mais est-ce qu'elle est le nom de quelque chose par rapport à votre époque? Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui, Alice Coffin? C'est très bien parce que la malheureuse, elle en prend plein la figure, et pas forcément pour les bonnes raisons. Alice Coffin est une jeune femme qui milite depuis une dizaine d'années et qui écrit un livre qui s'appelle « Le génie lesbien ». Déjà, on se dit « oulala, oulala ». On espère que ça ne sera pas trop communautariste, mais bon, on la lit, on s'aperçoit qu'elle a fait des tas de choses. Et puis, tout le monde s'énerve parce qu'il y a un moment où elle dit « Et de toute façon, je ne lis plus les livres d'hommes, et je ne regarderai plus les films des hommes. » Bon, elle a le droit le plus absolu de le dire et de l'écrire. S'il fallait s'énerver pour ça, écoutez, à ce moment-là, on dirait quoi de Jean Genet? On dirait quoi de Valérie Solanas et de son Scrum Manifesto? On dirait quoi d'Antonin Artaud? Elle a le droit d'écrire ce qu'elle veut. Le problème avec Alice Coffin, c'est qu'elle ne se contente pas d'écrire, pas follement bien d'ailleurs, elle n'est pas Jean Genet. Non.
même pas Valérie Solanas, c'est qu'elle passe à l'acte. Il y a la mise en pratique, et la mise en pratique, ce n'est pas ne plus lire des livres d'hommes, c'est faire une manifestation sur la place de l'hôtel de ville pour demander le licenciement de quelqu'un. Le licenciement de quelqu'un qui est accusé en tout et pour tout d'avoir aidé autrefois, ainsi qu'une grande partie de l'intelligentsia parisienne, Gabriel Matzneff, qui n'a jamais caché son amour son intérêt pour les enfants, qu'il a écrit, qui a été publié. Enfin bref, il y a quelqu'un à la mairie de Paris qui l'a subventionné pendant quelque temps. À partir de là, c'est quoi? Ça veut dire qu'on contourne toutes les procédures classiques, judiciaires ou administratives de licenciement. On fait une manif. Et on dénonce. On dénonce, on demande le licenciement, et le licenciement arrive. Et là, si vous voulez, l'exécution extrajudiciaire, elle est encore pire dans d'autres moments, c'est un peu fort. Et pire que ça, si je peux dire, c'est déjà beaucoup. Hein. Oui. Licenciement sans préavis, sans dédommagement, juste parce qu'il y a une manif sous vos fenêtres. Les manifestations sous les fenêtres de quelqu'un, ça rappelle de mauvais souvenirs. Mais en même temps que Alice Coffin et les jeunes féministes qui sont avec elle manifestent pour pouvoir sanctionner le cas contact, c'est le mot de Simon Procoris, d'un pédophile bien connu, elles oublient totalement qu'il y a tous les samedis soirs des flopées de pédophiles et de pédocriminels qui traversent le périph' et qui vont se payer, non pas à coup de cadeau comme Matzneff l'avait fait avec Vanessa Sprigora, mais des fillettes de 14 ans, de 13 ans, quelquefois de 12 ans. Et ça, je suis désolée, le mot propre pour parler de ça, c'est la prostitution infantile. Non, c'est de la pédocriminalité. Et ça, Alice Coffin n'en parle pas. Oui, les mots ont un sens et il faut avoir peur de les utiliser pour pouvoir combattre une cause, plutôt que de choisir. Je voulais avoir un point de vue sur le néo-féminisme qui peut parfois avoir le sentiment de prendre des atours d'une commercialisation de quelque chose autour de son image et qui est loin de la lutte que vous avez pu opérer, qui regarde le plan global et l'intérêt de tous. Donc est-ce que parfois il n'y a pas quelque chose autour justement de je choisis mes luttes et je choisis mes causes parce que c'est peut-être plus, ça rapporte un petit peu plus. Oui. Enfin vous dites les mots ont un sens. Je vous rappelle quand même, ce que disait Spinoza, le mot chien n'aboie pas. Le mot couteau, quand Christiane Rochefort dit en préface du Scrum Manifesto, il y a un jour où il faut sortir les couteaux. Le mot couteau ne coupe pas. Et précisément, moi je suis assez gênée de voir en ce moment des gens qui prennent à la lettre, précisément quand Alice Coffin dit « je ne lirai plus un seul livre d'homme oui. », d'abord je suis sûre qu'il n'en fait rien, mais on est dans le premier degré en permanence. Et là, oui, effectivement, on peut envoyer quelqu'un en prison pour avoir dit un mot de travers. Et on se retrouve dans tout ce qu'on sait, les professeurs mis en disponibilité d'office parce qu'ils n'ont peut-être rien dit, mais qui sont taxés d'islamophobie ou qu'ils ont fait une plaisanterie. Écoutez, je lis aujourd'hui l'histoire d'un professeur au conservatoire qui est mise en disponibilité depuis je ne sais pas combien de mois, ou peut-être même un an, qui a été réintégré. Il y a eu une décision du tribunal administratif, il est réintégré. Il est de nouveau mis en disponibilité. Si j'ai bien compris, la principale chose qu'on lui reproche, c'est d'utiliser de temps en temps des plaisanteries et des contrepétries. Oui. Bon, alors, écoute, il y a eu un moment où moi, j'ai assez ri, je me suis exercée aux contrepétries. Ce n'est pas un motif de licenciement, d'ailleurs. S'il n'y en a pas d'autres, on verra. Mais, si vous voulez, précisément, je répète, le mot chien n'aboie pas, sauf quand on le confond avec Milou,
en bas. Alors, on a parlé de néo-féminisme. Aujourd'hui, je voulais vous parler là maintenant de justement... Alors, on dit les beauvoiriennes universalistes ont aussi lutté contre les différentialistes. Donc, est-ce que finalement, ces différences et ces antagonismes ont toujours existé à l'époque comme aujourd'hui? Oui, l'histoire du MLF est l'histoire d'une longue guerre, théorique, mais pas seulement, entre les féministes, ils s'appelaient féministes révolutionnaires, féministes radicales. On ne disait pas universalistes parce que ça ne paraissait aller de soi. En gros, dans la lignée de Beauvoir, et un autre groupe qui s'appelait Psychanalyse et politique, et qui était en effet lourdement et volontairement d'ailleurs différentialiste. Et qui pensait que la libération des femmes ne consistait pas du tout à lutter pour de meilleures conditions de travail, de meilleures relations avec les hommes. Avec les hommes, bien sûr. Mais qu'il fallait déjà que les femmes retrouvent leur génie propre, qu'elles plaçaient dans l'utérus, je ne plaisante pas, le génie utérin. La maternité. De donner le jour à des enfants. Et donc ça, si vous voulez, ça a été une opposition. Elle n'était pas tout à fait seule à tenir ce discours-là. Il y avait aussi des groupes de femmes artistes qui pensaient qu'il fallait trouver une écriture femme, différente de l'écriture des hommes. Donc, si vous voulez, Michel Perrault, que j'aime beaucoup, a expliqué un jour très clairement qu'il y avait, et c'est vrai, qu'il y avait dans tous les mouvements de libération, enfin depuis 200 ans féministes, il y avait toujours un pôle universaliste et un pôle différentialiste. Le problème du MLF, c'est que, en plus d'être différentialiste, le groupe était essentiellement impérialiste, et richissime d'ailleurs, et qu'il a vraiment mené une guerre de destruction contre les autres, ne serait-ce qu'en s'appropriant le nom MLF, en faisant une marque commerciale d'un mouvement de libération des femmes. Donc la guerre a été beaucoup plus sur les pratiques, sur les théories. On n'était évidemment pas d'accord, mais on pouvait parler. On aurait pu parler. Oui, alors que là... Je ne sais pas si c'est tout à fait pareil maintenant. Voilà, comment vous voyez aujourd'hui cette scission? Il y a même les féministes identitaires. Enfin, voilà. Quel est votre regard là-dessus? Je pense que ce qu'on avait en commun quand même, les différentialistes, c'est qu'on se situait à l'intérieur de l'état de droit. Moi j'ai passé 2 ans de ma vie à ne parler que de viol, écrire sur le viol, interviewer des femmes violées. J'ai une amie qui est allée interviewer des violeurs. Il était clair que on en parlait, on écrivait dessus. À ma connaissance, on n'a jamais diffusé publiquement un nom, ou en tout cas avant qu'il y ait eu une plainte en justice, alors que ce qui me gêne terriblement dans ce que vous appelez le néo-féminisme, enfin je ne sais même pas si c'est du féminisme, c'est cette façon de contourner la justice. Les féministes n'ont pas inventé Facebook, elles n'ont pas inventé les réseaux sociaux. Oui. Mais elles s'en sont servies, elles s'en servent, comme d'autres d'ailleurs. Mais effectivement, un bad buzz qui casse totalement et définitivement quand même la réputation de quelqu'un. Et justement, quelquefois c'est mérité, mais ce n'est pas possible de contourner la justice, de dire non à la présomption d'innocence, non au droit de la défense, non à la proportionnalité des peines. Vous êtes battu pour la libération de la parole et en même temps vous avez aussi dénoncé ce qui pouvait être des fausses allégations. Très récemment, le président de la République a dit à peu près ceci, nous devons absolument libérer la parole et accueillir cette parole et faire en sorte qu'elle soit entendue, mais nous ne devons pas vivre dans une société d'inquisition.
Je pense qu'il disait comme moi. Voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Mais... Parce qu'il s'est retrouvé sous des tombereaux d'insultes de la part et des victimes qui se sont sentis pas entendus. Et la libération de la parole, on sait que c'est compliqué, qu'on mette des années à parler. Voilà. Alors le fait qu'un chef de l'État dise ça, est-ce que ça aide ou est-ce qu'au contraire ça replie Mais écoutez, vous dites la même chose. Donc. On est pris dans réellement une espèce d'étau. Oui, tout à fait. D'une part, on sait à quel point il est difficile, déjà psychologiquement, de se décider à porter plainte. On sait à quel point, bien qu'il y ait eu beaucoup d'améliorations, mais à quel point, quelquefois, les plaintes ne sont pas entendues. On sait à quel point les jugements, faute de preuves, et c'est le problème de la preuve est absolument terrible, n'est pas satisfaisant. Et je ne fais pas du tout partie des gens qui pensent qu'un procès est une forme de thérapie. Oui. Les thérapies, il y a des spécialistes pour ça aussi. Donc, il y a ça d'une part, ça marche très mal. Et en même temps, je parle comme lui, puisqu'il parle comme il pense comme moi. Tout à fait. Est-ce qu'on peut se résoudre à ce que on fasse sa justice soi-même, qu'on la fasse de manière expéditive, de manière définitive, qu'on se substitue à tout ce qu'on a mis des siècles à mettre en place des procédures de protection des personnes et de protection même des criminels. On ne les pend pas au premier lampadaire, on ne les lynche pas dans la rue, on essaye de ne pas, mais on est quand même en train, en ce moment, quelquefois, de lyncher médiatiquement. Et le tribunal est médiatique et populaire remplace le réel tribunal. Le type qui a dit à une femme, un soir d'ébriété partagée, tu as des beaux seins, je vais te faire jouir toute la nuit. Oui. Qui a perdu son boulot, a perdu sa femme, dont les enfants se sont fait attaquer à l'école parce que leur père était soi-disant un porc. Oui. Est-ce que vous croyez vraiment qu'une phrase dite de travers, ça mérite ça? Non, mais il a perdu l'appel au procès. Mais oui, en effet, c'est un petit peu, tout se mélange un petit peu. Il y a des excessifs d'un côté et puis la justice populaire, puis les médias. Donc mais oui, mais on est sur la corde raide. Voilà, c'est une époque qui reflète tout ça. Et il faut penser beaucoup et très fort pour essayer de sortir de là, effectivement. Et le MeToo, est-ce que c'est une bonne chose? Alors, il y en a qui fantasment sur l'idée que, oh, dommage que ça existe parce qu'on aimerait bien qu'elles se taisent et qu'elles aient à nouveau honte de parler. Donc, voilà. Donc, est-ce que c'est une bonne chose, le début de quelque chose? Est-ce qu'il y a eu quelque chose, vraiment, il y a un avant et un après MeToo? Oui, et ça part dans tous les sens. C'est-à-dire que... Ça partait dans tous les sens déjà au moment du MeToo. Mais... non, mais d'une part, il y a eu quelque chose de l'évidence qu'un certain nombre de femmes extrêmement connues, extrêmement célèbres, qu'on pensait privilégiées, et tu as payé un prix absolument inacceptable pour pouvoir avoir un rôle. Et j'ajoute qu'il y a... même pire que ce qui est arrivé aux actrices, il y a quand même les femmes, les mères célibataires de 2 enfants à qui on explique que si elles ne s'allongent pas sur ce canapé, elles perdront leur job. Bien sûr. Bon, là, et ça me paraît même plus grave que les agissements de Weinstein. Ça a ouvert des choses absolument extraordinaires. Qui aurait pensé que dans les caves du Vatican, il y avait des abus sexuels à tire-larigot? Qui aurait pensé qu'au pèlerinage de la Mecque, il y a des femmes qui se faisaient violer? Donc, effectivement, ça a permis ça. Ceci dit, MeToo a pris une extension absolument fabuleuse qui fait qu'on ne sait absolument plus de quoi on parle. Si vous voulez, quand on parle de la culture du viol, le continuum patriarcal. Le continuum patriarcal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
entre l'incivilité, la gauloiserie un peu épaisse, genre mademoiselle, vous avez des beaux yeux, et le type qui vous envoie avec 4 côtes cassées à l'hôpital, c'est un continuum. Non, c'est dramatique. On ne peut absolument pas dire ça. Il y a un moment où le point d'achoppement, c'est il y a la loi. On ne peut pas tout mettre sous le même... C'est dégoûtant de faire des clins d'œil dégueulasses. Et la microagression n'est pas... Écoutez, être vécue comme... La microagression, regardez ce qui se passe aux États-Unis dans les universités. Il suffit, ou au Canada d'ailleurs, qu'une femme professeure prononce en le citant le mot en haine, nègre, noir, nègre, pardon, pour qu'elle soit licenciée. Oui, c'est une victimisation excessive qui nuit au débat. Il y a des Américains qui ont appelé ça la snowflake, la génération flocon de neige, tellement fragile. Oui. Alors, mais ne serait-ce qu'on se souvienne qu'il y a... Micro-agressé, c'est quand même étonnant. Non, mais on va parler des macro-agressions quand voilà, même. macro. 91% de femmes égyptiennes excisées. 200 millions de femmes sur la planète victimes d'excision. 70 000 filles, il y a quelques années, ça a changé depuis, mais quand même menacées de mariage forcé en France, pas loin. Ça parle et d'une autre pour réalité. ne parler que de ça, le fait que, par exemple, dans un pays comme l'Afghanistan, qui est quand même juste à quelques heures d'avion, il y a des familles qui vendent leur fille de 6 ans, qui la marient à 6 ans, à un vieux barbu, parce que, voilà. On peut parler d'autre chose, mais je pense qu'il ne faut pas oublier les macro-agressions. Alors, il y a une chose que la nouvelle génération fait beaucoup mieux que nous, à l'époque on ne s'en occupait pas du tout, c'est effectivement de parler des meurtres par conjoint. Oui. J'aime pas le mot féminicide. Le féminicide, non, vous n'aimez pas ce terme. Ah non, pas du tout. Oui, pourquoi ? Pour une raison, à cause de même de la définition, on ne parle pas de l'extension, la définition c'est tuer une femme parce qu'elle est femme. Ça rappelle quand même exactement la définition des crimes racistes, tuer quelqu'un pour ce qu'il est. On a tué les Tutsis parce que Tutsis, les Arméniens parce qu'Arméniens, les Juifs parce que Juifs. Donc, c'est réellement, le parallèle est fait avec un génocide. Or, un fou furieux qui tue... Sa femme, c'est pas parce qu'elle est femme. Ce n'est pas parce qu'elle est femme, c'est parce qu'il considère qu'elle est un objet qui lui appartient. Il n'en a pas après les autres femmes. Tout à fait. Donc, réellement, bon, il est tellement passé. Moi, je ne peux pas l'utiliser. Oui, par contre, c'est mon obsession sur le sens des mots, vous voyez. Oui, non, mais je trouve très très bien ce que font les colleuses, par exemple. Et écoutez, le 16 novembre, on était quand même à 100 femmes tuées par leur conjoint. Et là, en effet, on sait que dans un certain nombre de cas, la police ne les avait pas écoutées, n'avait pas pris leur... Elles y étaient allées 1 fois, 2 fois, 3 fois. Bon, ce n'est pas possible. Alors, si on fait des bad buzz, faisons-en sur les types qui menacent de tuer leurs femmes. Oui. On parlait justement tout à l'heure des féministes ou néo-féministes, enfin en tout cas des féministes actuelles, certaines, qui sont au courant. Vous parliez tout à l'heure des pays comme l'Iran ou l'Afghanistan, ou de la femme assassinée tout près de chez soi, ici, en France. Et il n'y a pas vraiment d'élévation, de contribution à cette révolution féministe et féminine qui existe là-bas. Comment vous expliquez ? Est-ce que c'est parce que c'est lié à un je m'en foutisme total de la part des féministes françaises, mais ou pas est-ce tout que le c'est monde. parce qu'on c'est l'individualisme qui règne attendez. Pas tout le monde, hein. Est-ce que vous avez entendu parler du GAMS ? C'est un groupe qui ne s'occupe que des problèmes de mutilation sexuelle. Évidemment, d'abord en France, mais dans le monde. Aucun média ne va les interviewer. C'est très intéressant ce qu'ils ont à dire.
C'est parce que c'est trop loin de nous. Est-ce que, par exemple, les médias parlent, à ma connaissance, pas beaucoup, du fait qu'il y a énormément de mouvements parmi les féministes au Maghreb, et elles sont en train elles commencent à être entendues contre les lois sur l'héritage. Oui. Bon, c'est fondamental. Et elles commencent à être entendues, c'est juste. Vous avez vu ça dans la presse, non? Non, c'est vrai que les médias sont intéressés, comme vous le disiez tout à l'heure, par ce qui fait audience. On parle des femmes de Weinstein parce que c'est un milieu paillette qui fait rêver et on ne parle pas de la mère de famille dans son coin. C'est sûr. Mais au niveau des féministes, pas toutes, hein, je ne globalise pas, hein, mais j'ai le sentiment qu'il y a qu'on ne se saisit pas, toutes ne se saisissent pas de ce qui se passe un peu plus loin que le côté franco-français. C'est terriblement hexagonal. Moi, ça voilà. fait des années que je dis le féminisme est géopolitique ou non. Très bien cette expression. Écoutez, super. Mais regardez quand même, moi, voilà. Au moment où les talibans sont revenus à Kaboul, j'ai été sincèrement étonnée de voir un groupe de femmes, même pas spécialement encartées féministes, enfin militantes, oui, dire on ne peut pas continuer comme ça, et se débrouiller en quelques jours pour faire une pétition qui a été écrite par 2 femmes, je crois, est arrivé à 20 000, 30 000 signatures, demandant, de manière un peu utopique, mais pourquoi pas, le droit d'asile pour les femmes afghanes. Et d'ailleurs, elles ont réussi à en faire sortir quelques-unes, les accueillir aussi. Bien sûr. Et de nombreuses réagissent. Que les médias s'intéressent surtout à ce que vous appelez les néo-féministes, mais qui sont une partie des jeunes féministes. Bien sûr. Nourries effectivement au postmodernisme, beaucoup plus que... Ben oui. Oui, je ne sais même pas si elles lisent Beauvoir, en ce moment, elles lisent Judith Butler, mais au problème de genre. Mais tout n'est pas dégoûtant dans ce qu'on dit sur le genre. Mais il y a un moment où en effet, oui, moi j'ai envie de parler de macro-agressions. Il y a des macro-agressions. Et partout dans le monde, il y a des femmes comme Elisabeth Badinter ou Caroline Fourest qui ont participé à des ouvrages pour parler justement des femmes abîmées, mutilées et mariées forcées dans d'autres pays comme l'Afghanistan et l'Iran. Et heureusement que ça existe, mais je trouve étonnant qu'il n'y en ait pas plus que ça. Vu la chance qu'elles ont, ces femmes-là, aujourd'hui, d'avoir la capacité de nous montrer ce qu'elles vivent. Alors, à une certaine époque, on ne le savait pas, on ne le voyait pas, c'était tellement loin. Mais là, vraiment, avec les réseaux sociaux, pour le coup, on le voit. Je crois que c'est relativement naturel qu'elles ne sachent pas la chance qu'elles ont. Tocqueville a fait qu'on appelle le théorème de Tocqueville, qui explique en gros que plus les conditions de vie, par exemple les conditions économiques, s'améliorent pour un groupe ou pour un peuple, plus il devient conscient de tout ce qui le sépare du fait que ça aille vraiment bien. Donc, si vous voulez, les jeunes féministes maintenant, c'est clair que nous, tout le boulot qu'on a fait, ça a permis de faire remonter leur seuil de tolérance. Ah oui. Sauf dans le sexisme ordinaire, mais on savait qu'il était ordinaire. On s'occupait vraiment beaucoup plus des macro-agressions que des micro-agressions. Bon, on a fait le boulot. Oui. Mais il faut le poursuivre maintenant. Oui, mais on a bien travaillé. Mais ça oui, ça oui. Du coup, elles peuvent aussi regarder les autres, mais de temps en temps, elles oublient quand même un peu trop les femmes afghanes, les femmes égyptiennes. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, si vous voulez, sur le féminicide, soyons clairs, il y a féminicide en Inde et en Chine, où il y a, aux dernières nouvelles, 80 millions de femmes manquantes à l'appel, c'est-à-dire les avortements intra-utérins de filles. Ça, depuis qu'il y a l'échographie, c'est une catastrophe. Quand c'est un système, en fait. Là, il y a ça là, elles sont vraiment tuées parce que de sexe féminin. Voilà. Plus les petites filles qu'on tue à la naissance.
il y a un peu féminicide quand on s'arrange pour les tellement sous-nourrir qu'elles en meurent de toute façon. Il y a eu un cas de féminicide très, très clair au Canada il y a 15 ans ou 20 ans. Un type qui est arrivé avec une mitraillette et qui a tué une vingtaine d'élèves infirmières en disant... oui, d'ailleurs, il haïssait spécialement les infirmières. Ce n'étaient pas toutes les femmes. Mais enfin, c'était déjà ça. Là, effectivement, les crimes d'honneur, ça frise un peu le féminisme. Et encore non, parce que justement, c'est ma fille. Ce n'est pas toutes les filles. Pour le reste, non, ce sont des crimes particulièrement haïssables. Oui, horribles. Mais ce ne sont pas des génocides. Il y a quelques années, personne ne voyait les dangers du wokisme. Aujourd'hui, il y a aussi, et on va en parler, cette idée de la cancel culture. Donc, c'est des termes qui arrivent comme ça dans le langage français, entre guillemets. Quel est votre regard justement sur cette importation, ce qui un peu... trouble un peu le débat, nos débats français. Écoutez, ça fait plus que le troubler. Oui, j'étais gentille. Oui, c'est de la censure. À partir du moment où une pièce de Sophocle est interdite à la Sorbonne parce que, soi-disant, on aurait mis de blackface à la figure des acteurs, c'est purement et simplement de la... Et c'est vrai, on n'y est pas encore tout à fait en France, mais ça y vient. C'est vrai qu'il y a des livres au Canada, on brûle des livres pour enfants, on met des livres à l'index. Moi, j'ai vu quelques papiers aberrants où on expliquait que Ronsard, que tel poème de Ronsard était une incitation au viol. Je veux dire, toute la littérature universelle peut être vue à travers ce prisme-là, très bien. Et c'est vrai qu'il faut faire très très attention parce que on a quand même l'impression que la nouvelle génération d'étudiants ne voit strictement plus du tout, ce que je vous disais d'ailleurs au début, la différence entre un écrit et un acte. Un mot ne mord pas. Bon, mais et comme ils sont effectivement sur cette pente d'hypersensitivité, d'éveil, woke, l'autre terme qu'il ne faut pas, on est en train d'arriver effectivement à quelque chose qui est la culture de l'annulation. Et on la voit, pas seulement dans les universités, dans les milieux de la culture, c'est absolument terrible. Ceci dit, c'est très embêtant. Je constate quand même que pendant des mois, on a essayé d'alerter les médias, personne n'en parlait. Oui. Bon, là, en ce moment, quand même, le truc est sur la table. Oui. Mais du coup, moi j'ai envie de dire aussi que l'annulateur en chef aujourd'hui, c'est quand même plutôt le type qui dit que Pétain a sauvé des Juifs, plutôt que la jeune étudiante qui pense que Ronsard a incité au viol. Et si vous voulez, c'est terrible parce qu'en ce moment, on est vraiment pris entre ton sourire narquois m'a exterminé et Pétain a tué, à protéger les Juifs. Il faut vraiment qu'on arrive à dire non des deux côtés, étant entendu qu'il est très difficile de comparer les degrés de dangerosité. Pétain, il est à 35%. Enfin, oui. Les woke sont nombreux. Mais comme ils sont très jeunes, on peut aussi espérer qu'ils vont réfléchir un peu. En tout cas, on peut l'espérer, on peut essayer de les faire réfléchir. Mais on ne peut adhérer ni à une position et encore moins à l'autre. Oui, surtout qu'on est vraiment dans des situations
extrêmes. Et par exemple, Éric Zemmour, dont vous parliez tout à l'heure, a sur les épaules quelques accusations d'agression sexuelle et il est candidat à la présidentielle. Donc ça passe comme ça. Et de l'autre côté, il y a des féministes qui, au nom du féminisme, vont parfois trop loin. Donc c'est vrai qu'on est un peu, je ne sais pas si vous le ressentez, assez écartelé aujourd'hui, à notre époque. C'est pour ça que j'aime bien Franc-Tireur, en fait. Ah voilà. qui essaye justement de tenir un moment de bon sens. Tout à fait. Aujourd'hui, vos héritières, vous les voyez où? Qui sont-elles? Est-ce qu'on a justement la chance de pouvoir éveiller cette jeune génération qui confond un peu et qui amalgame les choses grâce à de nouveaux visages? Qui ça peut être? Je n'en vois pas énormément. Évidemment, Caroline Fourest, beaucoup plus proche de notre génération, de la génération MLF que des nouvelles générations. Il y a de temps en temps, je lis des textes Facebook de jeunes femmes que je ne connais pas du tout, qui sont en cours d'études, qui réagissent un peu assez violemment en général. Mais je ne les connais pas. Tout à fait. Ça fait court. Caroline Fourest. C'est vrai que ça fait... Enfin, Caroline... D'ailleurs, dans Génération Offensée... Oui. Dans Génération Offensée, vous avez... quelqu'un comme Sophia Aram dit des choses avec lesquelles on est complètement d'accord. Enfin, Tania de Montaigne. Enfin, si, il y a du monde. Et si les médias allaient chercher un peu plus loin que du côté de la demi-douzaine, même pas, d'égérie, de soi-disant nouveau féminisme, écoutez, s'il y a un reproche à leur faire, c'est d'être incroyablement hexagonal. Ça, ce n'est pas possible. Écoutez, le 10 mars 1979, pas plus tôt qu'on avait appris que lui-même, il était arrivé à Téhéran depuis un mois, l'imam Khomeini allait rendre le voile obligatoire pour les femmes fonctionnaires. Il y a il y a 2 groupes de femmes du MLF, les universalistes, et les autres aussi d'ailleurs, qui se sont précipités à Téhéran pour comprendre ce qui se passait. Parce qu'on avait compris, les unes et les autres, aussi opposées qu'on soit sur l'universalisme, que là, il se jouait quelque chose d'absolument central et fondamental. Pas seulement, si vous voulez, c'était pas seulement un truc de solidarité avec les femmes iraniennes, bien sûr que oui, de même que Kate Millett aussi, mais on avait compris qu'il y avait là l'amorce de quelque chose d'incroyablement dangereux pour les femmes iraniennes, pour les femmes des pays musulmans, mais aussi, et que ça allait arriver jusqu'à nous, et c'est arrivé jusqu'à nous, et pas seulement dans nos banlieues. Donc, le problème n'est pas de manifester, c'est pas interdit de manifester de la solidarité quand des femmes sont réprimées ou opprimées quelque part, mais ça, elles le font un peu. C'est de savoir qu'on est concerné par ce qui arrive à une femme au fond d'une banlieue de Tokyo ou de Téhéran, et bien sûr de Kaboul ou d'Alger ou de Pékin, risque de nous tomber dessus aussi très très vite. Et concerne, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la femme française aussi. Oui. Mais c'est ça le féminisme, c'est pour ça que je suis vraiment contente d'avoir échangé avec vous. On a fini oui, vraiment. Ah bon, je discuterai avec vous pendant 4 heures, moi, si c'était... Oui, moi aussi. Vraiment, parce que c'est intéressant. On a là, ensemble, parlé de féminisme, de ce que c'est, des mots de notre époque. Et c'est ça, c'est ce rendez-vous qui est important. Parce que c'est à travers les écrits qu'on éveille les consciences et la curiosité. Donc, je ne vous ai même pas parlé des femmes et du nazisme. Bon. Oh, ben oui. Oui, mais filmez-le au moins, oui. Voilà, on le montre, Femmes et nazisme. Oui. C'est un livre, on va en dire un mot quand même. C'est un livre que vous avez dirigé
Ce sont les actes d'un colloque que j'ai organisé il y a un bout de temps déjà, il y a 15 ans, où je voulais sortir à l'époque, qui était l'histoire un peu pieuse. Les femmes étaient forcément soit des héroïnes, soit des victimes. Et c'était très intéressant, c'était une découverte d'ailleurs, de s'apercevoir qu'il y avait des tas de femmes connues et des tas de femmes du peuple qui avaient soutenu, tenté plus, un régime qui leur était totalement ennemi. Enfin, justement, c'était plus compliqué que ça, il y avait des bénéfices secondaires. Mais donc, on est allé chercher ce qu'il en était du côté des femmes pendant la période nazie, et on s'est aperçu que c'était plus compliqué, qu'il y avait même des féministes qui s'étaient jetées dans le nazisme à fond la caisse. Ah oui, donc une femme peut aussi être méchante. Évidemment, évidemment. À l'époque, c'était vraiment... on me regardait un peu comme... Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais pourquoi elle dit que les femmes sont méchantes? Elle n'a pas le droit de dire ça alors qu'elle est féministe et qu'elle a fait partie des temps modernes avec Simone de Beauvoir. C'est assez mal pensante. Ben oui, mais c'est pour ça que voilà, vous ne vous cachez pas derrière justement les mots. Et vous parlez de toutes les femmes. C'est ça qui est intéressant. Y compris les très vilaines. Voilà, il faut, il n'y a pas de raison. Au contraire, on ne serait pas crédible sinon. Donc, ça a été longtemps comme ça. Merci beaucoup Liliane. Merci Vraiment, à vous. Merci beaucoup pour cette conversation. Et à très bientôt. Merci. J'espère. Ouais, moi aussi.